Et ce matin, pour ce nouvel épisode, nous restons au XIVe siècle. Dans le précédent numéro, nous avons évoqué le rappel des Juifs par le roi Louis X en 1315, après un nouvel édit d'expulsion décrété 9 ans plus tôt. Mais le répit sera de très courte durée pour la communauté juive, puisqu'aux expulsions et aux spoliations s'ajoutent aussi des insurrections populaires. Elles sont liées notamment à une accusation absurde, mais récurrente. Vous la connaissez, selon laquelle les Juifs empoisonneraient les puits d'eau potable pour anéantir les chrétiens. Une accusation, Christophe, qui va culminer durant l'épidémie notamment de peste noire et entraîner bien sûr des pogroms. Effectivement, et pour comprendre comment on va en arriver là, il faut d'abord insister sur la fréquence des rassemblements anti-juifs au sein des populations. En 1320 se déroule ce que l'on va appeler la croisade des Pastoureaux. Cela démarre lors d'un pèlerinage au Mont-Saint-Michel où des groupes de jeunes paysans normands écoutent des prêches de deux religieux qui évoquent l'urgence d'un saint voyage pour aller combattre les infidèles en Terre Sainte. En gros, on leur demande d'aller faire la croisade et de là, ces Pastoureaux vont converger vers Paris. Ils y entrent d'ailleurs en mai 1320. Le pape Jean XXII menace et lance excommunication contre tous ceux qui se croisent sans l'autorisation pontificale, mais rien n'y fait. Cette croisade populaire veut aller jusqu'au bout et les Juifs vont en payer un lourd tribut. Et on recense donc plusieurs pogroms et des massacres dans la vallée de la Garonne, notamment à Albi, à Toulouse, à Auch ou encore à Castel-Sarrazin. Et de nombreux Juifs se suicident, fuient pour Narbonne ou l'Espagne, décident aussi de se faire baptiser. L'armée royale tarde à réagir, au grand étonnement du pape d'ailleurs, mais finit tout de même par écraser donc ces Pastoureaux, comme on les appelle, ces paysans, pour être plus primaires, du côté de Carcassonne. Ce qui est plus troublant est que 70 ans plus tôt, Christophe, s'est déroulé un épisode similaire, plus précisément en 1251. Cela fait suite au déclenchement de la 7e croisade et à la détention du roi Louis IX. Des milliers de paysans marchent vers Paris, armés de haches et de couteaux pour s'en prendre aux puissants, accusés d'être responsables de la débâcle de l'armée française qui a conduit le roi à être prisonnier. Et ces puissants en question incriminés, ce sont surtout les clercs qui sont accusés de cupidité. D'ailleurs, des conflits vont éclater dans pas mal de villes avec le clergé, mais les Pastoureaux s'en prennent également à la chevalerie et aux Juifs, comme à Bourges. Ils pillent la synagogue, ils détruisent notamment les livres avant d'être réprimés par les troupes royales. Il faut savoir à l'époque que c'est pas un petit mouvement, on compte jusqu'à 50 000 Pastoureaux à Paris, et d'ailleurs le mouvement va s'étendre jusqu'en Rhénanie et au nord de l'Italie. Alors à l'époque, appuyé par la royauté, notamment par la reine Blanche de Castille, ce mouvement inquiète par sa densité et sa radicalité. Les Pastoureaux sont réprimés par l'armée royale, comme dit l'expression, l'histoire se répète. Alors nous parlions de cette croisade des Pastoureaux en 1320. Les Juifs font partie des victimes de cette insurrection populaire et moins de 3 ans plus tard, rebelote, en 1323, les Juifs sont à nouveau expulsés du royaume de France par une ordonnance promulguée par le roi Charles IV. Ils sont accusés d'un vaste complot. Ils empoisonneraient les puits et propageraient la lèpre. Cette théorie de l'empoisonnement des puits, est apparue quelques années plus tôt et elle gagne donc du terrain, notamment à Chinon, par exemple, où 160 Juifs sont brûlés vifs en 1321 et les Juifs sont accusés de s'être concertés avec le roi musulman de Grenade. C'est donc un complot judéo-mort, on pourrait dire. Il s'agit donc de ce complot qui viserait à anéantir l'Occident chrétien. Et après le roi, c'est le pape justement qui va s'en mêler, puisqu'en 1326, lors du concile d'Avignon, le pape Jean XXII décide d'imposer à nouveau le port de la rouelle. Et oui, vous savez, c'est cet insigne particulier aux Juifs de plus de 14 ans et un chapeau à cornes pour les Juifs de plus de 12 ans. On revient donc à la mise en application de l'un des canons, souvenez-vous, du concile de Latran en 1215. On a souvent dit dans nos différents épisodes que les Juifs étaient plus protégés dans la moitié sud finalement, notamment en Provence, qu'au nord. Alors dans le Languedoc, on a vu que cela faisait un siècle environ, depuis le déclenchement de la croisade contre l'hérésie cathare et la mise en place de l'Inquisition, que les Juifs étaient victimes de persécutions, eux qui ont tant contribué pourtant au rayonnement économique et intellectuel de ces régions. Est-ce le cas également dans les autres régions du sud du royaume ? Eh bien oui, parce que leur situation n'est pas plus enviable dans le comtat Vénéssa et en Avignon, où on les appelle les Juifs du pape. Car il faut savoir que le comtat vénessin et Avignon appartiennent alors au Saint-Siège. Vous savez que les papes gouvernent, comme on disait, depuis la France, depuis une histoire de schisme. Enfin bref, ça nous emmènerait beaucoup trop loin. En revanche, en 1322, le pape Jean XXII, encore lui, expulse les Juifs d'Avignon et du comtat vénessin qui se réfugient en Dauphiné et en Savoie. C'est une expulsion qui va durer 4 ans seulement, certes, mais marquée tout de même par des pillages de synagogues. En revanche, un retournement de situation dès 1326 où les Juifs sont à nouveau les bienvenus en Avignon et dans le comtat vénessin. Il n'y a qu'en Provence où, malgré une forte pression fiscale, les Juifs sont protégés.
protégés. Et oui, en Provence, où ils sont présentés comme citoyens, même à Marseille, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon. Leurs obligations religieuses sont même prises en compte par les réglementations en vigueur. Figurez-vous par exemple qu'à Marseille, les Juifs doivent balayer devant leur porte que vendredi, alors que c'est le samedi pour les autres habitants. On prend donc en compte le Shabbat. Alors quelques années plus tard, à partir de 1347, la France, comme l'Europe, est touchée par l'épidémie de peste noire, vaste épidémie dramatique. C'est la panique générale car la maladie se propage rapidement et fait des millions de morts. Assez rapidement, eh bien les Juifs encore sont accusés d'être à l'origine de l'épidémie et d'avoir empoisonné les puits. Comme nous l'avons vu, ce n'est pas nouveau, mais avec la peste noire, la terreur monte d'un cran. Et dès le printemps 1348, cette folle rumeur qui fait suite aux accusations de meurtre du Christ, de la profanation d'hosties, de meurtre rituel, de vol et d'usure entraîne donc de nombreux pogroms qui se produisent dans le royaume. Alors, c'est d'abord par le sud que ça commence. Premier trouble qui éclate à Toulon. 40 Juifs tués, leurs maisons pillées, les massacres. Ensuite, s'étendent à la Provence, la synagogue de Saint-Rémy-de-Provence est par exemple incendiée. Massacre aussi en Languedoc, à Narbonne, Carcassonne et dans le Dauphiné comme à Valence, où des Juifs sont même précipités dans les puits qu'ils auraient empoisonnés. Et même si localement les instigateurs sont arrêtés, que le pape Clément VI proclame une bulle pour évoquer la fausseté de cette accusation, le roi de France Philippe VI fait traduire en justice en juillet 1348 des Juifs accusés d'avoir empoisonné les puits, et c'est vers le nord que cette folle rumeur va s'étendre. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette rumeur prend notamment de l'ampleur en Alsace, où l'on assiste depuis plusieurs années à une flambée des persécutions anti-juives. Dans les années 1330, un mouvement insurrectionnel de paysans pauvres s'en prennent ainsi aux Juifs, mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe en février 1349 dans la ville de Strasbourg. Et les corporations de métiers chassent alors les bourgeois à la tête de la ville, qu'on appelle les Meisters, qui protègent les Juifs très investis dans la vie économique de la ville. Puis ce sont les Juifs justement qui sont visés par les nouveaux maîtres de la cité strasbourgeoise. S'ensuit un pogrom, au moins 2000 Juifs arrêtés le 13 février 1349, et le lendemain, 14 février, jour de la Saint-Valentin, le quartier juif est cerné. Ses habitants sont conduits au cimetière de la communauté et brûlés vifs. Rares sont ceux à avoir échappé à ce terrible pogrom. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de massacre de la Saint-Valentin. Et ce qui est plus sordide encore, Ilana, c'est qu'après cet épisode tragique, toutes les dettes dues aux Juifs sont automatiquement effacées. Les débiteurs se refont donc une santé financière. Les biens des Juifs sont pillés et répartis entre les bourgeois de la ville, l'évêché et la nouvelle municipalité qui promet l'impunité à ceux qui ont participé à ces massacres. Donc en clair, on peut peut-être penser qu'il y avait aussi des raisons économiques derrière ces massacres pour en gros prendre l'argent là où il se trouvait. Alors des pogroms similaires sont recensés dans le reste de l'Europe, notamment en Allemagne, et même si nous n'avons pas de chiffres exacts, des communautés juives entières disparaissent, notamment à Strasbourg suite à ces massacres, Christophe, mais aussi à cause de la peste noire et des conversions forcées. Merci Christophe Dard. Au prochain épisode, nous parlerons de la situation des Juifs de France à la fin du XIVe siècle, une période à nouveau très difficile pour la communauté juive, ce qui est hélas une constante au Moyen-Âge. On y reviendra.